Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est le lundi 1er mars, il est 17h21 et je viens de rentrer d'un petit tour. J'ai fait des courses, voilà, 2-3 courses, tranquillou. Il y avait pas mal de monde pour un lundi, après c'est les vacances donc ça me paraît pas non plus vraiment extraordinaire, mais c'est chiant quand il y a beaucoup de monde dans les magasins. Bref, 1er mars, nouveau mois, nouvelle pile à lire. Comme je vous l'ai dit, il est 17h20, j'ai pas encore lu quoi que ce soit pour aujourd'hui. Ce matin, j'ai noté les sorties du mois dans mon petit carnet. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça puisque je l'ai sous les yeux. Il y a un titre en VO qui est sorti aujourd'hui et qui m'intéresse. C'est le premier tome de la série Wings of Fury de Emily R. King. C'est de la fantasy. On est sur un univers de mythologie grecque où les femmes sont les esclaves d'hommes puissants qui servent le dieu, qui s'appelle Cronus, il me semble. Et on a un fils de ce dieu qui est censé être mort, mais qui se cache. Et on va avoir une rébellion des femmes qui en ont marre d'être les objets et les esclaves des hommes. Aujourd'hui, non pas aujourd'hui, cette semaine, je vais lire The Wise Beasts of the Wizarding Wisdom de Nagabe. Je vais aussi lire Les Sœurs Charbrées, le premier tome, Sans orgueil ni préjugés de Cassandra O'Donnell. Et le tome 3 de Monsieur Blaireau et Madame Renard, Quelle équipe, de Brigitte Luciani et Eve, oui c'est ça, Eve Darley. Voilà, donc deux lectures très rapides. On a une BD qui est très courte, un manga, donc pareil, ça va aller très vite. Et celui-ci, il fait moins de 300 pages. Il fait 200, même pas 250 pages, à peine 250 pages. Donc mon objectif, c'est de lire au moins ces 3 livres-là cette semaine. La semaine prochaine, il y a le read-along de Lore qui commence. Ça commence donc le 8. Et on attend cette semaine le planning du read-along pour savoir combien de pages à peu près on va lire par jour. C'est toujours des read-alongs qui s'étalent du lundi au vendredi. Et Lore fait 460 pages, donc on aura un peu moins de 100 pages à lire par jour. Et du coup, la semaine d'après, donc la 3e semaine, c'est-à-dire à partir du 15, je crois bien, c'est ça, à partir du 15, je vais commencer à lire Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo en lecture commune avec Sandra. Sandra, si tu passes par ici. J'ai créé un Discord si vous voulez rejoindre le Discord, mais je pense qu'on sera plus en MP sur Instagram. Donc si vous voulez lire Le Royaume assassiné en même temps que nous, n'hésitez pas à m'envoyer des MP sur Insta ou bien à discuter dans le Discord. Moi je pense que je ferai les deux en fait. Je pense que je mettrai mon avis avec spoiler dans le Discord, parce que l'avantage du Discord c'est qu'on peut utiliser les balises de spoiler. Mais sur Insta ce sera plus un sentiment général avant de parler de spoiler, il faudra qu'on soit certaine d'être arrivé au même point. Et de toute façon, dans le Discord, si vous voulez faire la lecture commune en même temps que moi et que Sandra, le découpage que j'ai prévu est noté dans le Discord. Voilà. Et du coup, il me restera Princess Bride dans ma pile à lire du mois de mars pour la dernière semaine, sauf si je le termine plus tôt. Sachant que, comme je vous l'ai dit, je crois la semaine dernière, il y a peut-être moyen qu'à un moment donné, du coup peut-être la dernière semaine aussi, je casse la lecture commune de La Muse des Cauchemars. On verra, je vous en reparlerai le moment venu. C'est maintenant l'heure de l'unboxing. La splendeur des Lansing d'Edith Wharton. Je crois qu'il y a déjà un roman de cette autrice qui était dans un de ses colis. Je n'ai jamais rien lu de cette autrice et forcément bah, j'ai pas lu celui-là puisque j'ai rien lu de cette autrice. C'est idiot. C'est moi dans toute ma splendeur et dans toute ma logique. Le tome 2 de La Foire aux Vanités de William M. Thackeray. Du coup je suppose qu'on a le tome 1 de La Foire aux Vanités de William M. Thackeray, donc Vanity Fair. Et du coup, ils ont gardé les deux tomes ont la même couverture, ce qui est logique, je trouve. Et donc le dernier, c'est Les Liaisons Dangereuses de Pierre Colherlot de Laclos. J'ai toujours dit ça comme ça, je ne sais pas si c'est comme ça que se prononce son nom. Il est super joli, Les Liaisons Dangereuses, j'adore ce vert hyper foncé là. Voilà, pour compléter ma collection. Ensuite, France Loisirs. Alors j'ai vérifié, il y en a 4 normalement à l'intérieur. Alors oui, je sais, j'avais dit que, étant donné que j'avais le tome 1 en grand format et qu'il était dédicacé, je voulais acheter les tomes 2 et 3 en grand format pour que la saga soit cohérente et harmonieuse, je sais pas, dans ma bibliothèque. Mais à 8,90 € au lieu de 25 €, j'ai pas résisté. J'ai pris les tomes 2 et 3 de l'Automne des Magiciens d'Hélène Pémerel. Le tome 2 c'est La Reine Noire et le tome 3 La Passeuse d'Ombre. Alors je suis pas spécialement fan du dos
livres de poche chez France Loisirs. Ils sont lourds. Oh, par contre, ils sont floppy. Oh là là. Ah, ça c'est trop cool. Tout mou comme ça c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'ils seront moins fragiles aussi. J'avais adoré le tome 1 dans lequel on va faire la connaissance d'une princesse qui fuit le royaume dirigé par sa sœur parce que sa sœur veut la marier de force et il se trouve que cette princesse va développer des pouvoirs magiques qui sont totalement interdits. C'était vraiment cool, j'avais beaucoup aimé. La relation entre le personnage principal et un autre personnage aussi était vraiment chouette. Donc voilà, je suis vraiment contente de les avoir dans ma pile à lire. Ensuite, le roman dont je parlais avec ma maman, alors là je suis juste un petit peu deg parce que autant j'adore l'autrice, autant j'aurais préféré qu'ils mettent pas sa tête en gros plan entre guillemets sur le bouquin. En général, je pense que c'est un bandeau en général. Là, il est imprimé, c'est dommage. C'est le dernier Grimaldi et que ne durent que les moments doux, donc de Virginie Grimaldi bien entendu, et je ne vais pas lire le résumé. C'est celui qui est paru en 2020. Et il me semble que là, actuellement, elle est en train d'écrire le prochain. J'adore Virginie Grimaldi, vous savez que voilà, c'est une de mes autrices préférées et ma mère m'a pas dit vraiment ce qu'elle en pensait, justement parce que quand je lui ai dit que j'allais lire, elle m'a dit qu'elle me dirait rien, mais elle avait mis un smiley d'un pouce en l'air, donc je suppose qu'elle a bien aimé. Voilà. Bientôt, enfin bientôt, je sais pas bientôt, mais je vais essayer de... Ouh, il y a des échanges de SMS, on dirait. Cool, ça m'intrigue encore plus. J'ai hâte. Et le dernier qui est à nouveau une intégrale d'une série de fantasy YA, donc Young Adult. Oh purée, il est trop beau. J'avais un doute concernant la couverture quand je l'ai vu dans le catalogue, mais oh my god, il est magnifique. Alors je ne saurais même plus vous dire de quoi ça parle parce que ça fait longtemps que la série est dans ma wishlist en fait, et ça fait longtemps que je ne suis pas retournée voir... ce que c'était. C'est l'intégrale de la trilogie Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso. Donc le tome 1, La sorcière captive, le tome 2, L'héritière rebelle et le tome 3, L'empire libéré. Contrôle la magie, contrôle le monde. Il est incroyable. Magnifique. Et il coûte 13,99 pour l'intégrale des 3 tomes. France Loisirs. Vous êtes au top. Je tiens à le dire. Au mois de février, j'ai reçu un seul livre et c'était le livre de la Féruloute du mois de janvier. Et en mars, du coup, j'ai déjà reçu Les Romans Éternels, plus ma commande France Loisirs, plus bientôt, peut-être, il y a une chance que ce soit encore cette semaine, la Féruloute du mois de février. Et j'ai acheté 4 bouquins aussi. Je savais pas que j'avais ça dans la boîte aux lettres avant d'acheter ceux-là. Hein. Alors, en fait, à Leclerc, là où je vais faire mes courses, il y a un Leclerc culturel dans le Leclerc et ils ont depuis quelques temps créé un espace occasion. Donc ils ont un peu de tout comme Easy Cash, ils ont de l'électroménager, du jeu vidéo, du DVD, du CD et des bouquins. Et c'était la première fois que j'y allais aujourd'hui. Alors j'irai pas forcément à chaque fois, mais laissez-moi vous dire que quand vous allez chez Easy Cash ou autre, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, alors ça va peut-être changer. Hein. Et qu'on vous dit librairie d'occasion, livre d'occasion, et qu'ils vous les vendent à 10 € ou plus, seulement moins 50%, j'appelle pas ça de l'occasion. Par contre ça, j'appelle ça de l'occasion. Celui qui m'a coûté le plus cher m'a coûté 3 €. C'est le premier tome de la série Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. C'est une des rares séries de l'autrice que j'avais pas encore dans ma pile à lire. Je l'avais en numérique, mais je l'avais pas encore en physique. Donc je l'ai pris en physique parce que de toute façon il me le fallait, c'est Sophie Jomain. Je savais qu'un jour j'allais le lire, et maintenant c'est sûr que je vais le lire bien plus vite que si je l'avais seulement en numérique, puisque vous savez que je privilégie toujours ma pile à lire papier à ma pile à lire numérique. Donc celui-ci m'a coûté 3 €, et les 3 autres m'ont coûté 1 €. Ces 2 tomes d'une série, je sais pas si celui-là c'est le tome 2. Je sais que ma maman avait beaucoup aimé le tome 1. Non, c'est le 3. Donc j'ai le 1 et le 3. Mais les deux m'ont coûté seulement 1 € chacun, donc je les ai quand même pris. Il y en avait un autre un peu plus tard dans la série, mais il était à 6 €. Alors je dis non, je ne peux pas le prendre à 6 €. Par contre, 1 €, oui, je le prends. C'est le tome 1 de Agatha Raisin Enquête, donc La quiche fatale, de MC Beaton. Et du coup, le tome 3, Pas de peau pour la jardinière. C'est du cozy mystery, un petit peu à la Agatha Christie, mais vraiment très léger, avec une enquêtrice qui n'est pas du tout une professionnelle. C'est le principe du cozy mystery, hein. C'est une enquête qui est menée par quelqu'un qui ne fait pas partie des forces de police. Voilà, donc je vais pouvoir commencer cette série, du coup, maintenant que je l'ai en papier, et puis il faudra que je réussisse à me procurer le tome 2. Celui-là aussi m'a coûté que 1 €. Ça s'appelle Les falaises de Cornouailles, c'est le premier tome de Paul Dark de Winston Graham, et cette série a été adaptée sur Netflix,
Et j'avais vu des images, je m'étais renseignée et j'avais vu que c'était adapté de romans. Du coup, vous connaissez, hein, il fallait absolument que je lise le roman avant de découvrir la série. Parce que quand j'ai découvert le trailer de la série, c'est un truc pour moi. On est donc en Cornouailles en 1783 avec un jeune homme qui revient après des années au combat, je crois, et qui rentre pour se rendre compte que la jeune femme à laquelle il était fiancé a épousé quelqu'un d'autre. Bon, l'histoire ne sont pas que autour de ça, je pense, mais voilà. Alors le seul truc qui m'embête un tout petit peu, c'est que du coup, le visuel est le visuel de la série. Mais à 1 euro, je me dis ça passe. Et si jamais vraiment j'aime énormément, je pourrais toujours racheter une version un peu moins kitsch. Le petit call du jour. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais ranger un petit peu tout ce bazar. Je vous tournerai jeudi le wrap-up, donc l'update lecture du mois de février. Hier, j'ai réussi à prendre toutes mes photos et à publier toutes mes photos sur Instagram pour mes avis pour le mois de février, donc je suis contente, purée, ça m'a pris un temps monstrueux. Du coup, cette fois-ci, je vous laisse et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est mardi, il est 20h40. Je n'ai pas encore commencé les Sœurs Charbrées, mais c'est celui que je vais commencer ce soir, donc je pourrais vous en dire un petit peu plus demain. Par contre, hier soir, j'ai lu le tome 3 de Monsieur Blaireau et Madame Renard, Quelle équipe, de Brigitte Luciani et Eve Tarlet. C'était chouette, c'était hyper rapide parce que non seulement la BD est très très courte, mais en plus il y a vraiment très peu de texte. Oups, j'ai perdu ma petite carte. Et c'était ma lecture pour le 9 de pique qui devait me permettre de lire un livre dont le titre commençait par la même lettre que le mois pour lequel je sélectionnais ce livre, c'est-à-dire le mois de mars, donc la lettre M. Monsieur Blaireau et Madame Renard, ça marche. Je vais pas entrer dans le détail de la note parce que pour l'instant je l'ai pas encore passé dans Copile. Je sais pas vraiment comment je vais faire pour celui-là et pour celui d'après parce que c'est des lectures assez spéciales qui, je suis pas certaine, rentrent vraiment dans ce système de notation, mais bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Donc c'était vraiment chouette, j'aime toujours autant la série. Pour les enfants, c'est même pour les adultes, hein, la preuve. Les dessins sont sublimes, il y a de jolies morales à l'histoire et voilà, elle est vraiment chouette. Et j'ai aussi lu The Wise Beasts of the Wizarding Wisdom. Alors je m'attendais pas à ça. Je me souvenais que c'était un recueil de nouvelles, donc c'est pas une histoire complète, ça se passe dans le même univers avec des personnages différents. On a, je crois, un ou deux moments peut-être certains personnages de certaines histoires qui apparaissent dans d'autres, mais c'est très rapide. Je me souvenais que c'était qu'on allait suivre plusieurs histoires et pas une histoire linéaire du début à la fin. Par contre, à part le fait que on va suivre des animaux anthropomorphes dans une école de magie, je me souvenais pas du reste. Et en fait, il se trouve qu'on va avoir affaire à des romances. Et je m'y attendais pas du tout. Et ça a été une excellente surprise. Oh my god, c'était tellement bien. Alors ma préférée, ça reste la première, je crois. J'en suis même quasiment sûre. Mais c'était, oh là là, c'était vraiment chouette. Ça, c'était ma lecture pour le 7 de carreau et je devais lire un graphique. Donc ça compte, hein. C'est effectivement un graphique, c'est un manga. Voilà. J'adore les illustrations, je le trouve vraiment sublime. Et on a des illustrations en couleur au début. Et donc il se trouve qu'il y a plusieurs années, c'est l'histoire qui nous est racontée au départ, hein. Il y a bien longtemps, un sorcier très puissant nommé Wisdom transmit aux bêtes le savoir nécessaire pour prendre forme humaine. C'est alors que naquirent les Therianthropes. Puis, plus tard, la soif de connaissance de cette nouvelle race les poussa à bâtir des écoles. Cette école de magie qui porte le nom du grand Wisdoms a la réputation d'avoir formé les plus grands sorciers du monde. Voilà, ça c'est le pitch de base. Et en fait, on va naviguer dans 8... non, peut-être pas autant. 8 ? Si, c'était ça. On a 8 histoires, c'était bien ça. D'animaux anthropomorphes, donc. Ils ont l'apparence d'animaux, mais ils se comportent comme des êtres humains. Et on va suivre les histoires d'amour entre ces deux personnages. Et je crois qu'une seule fois, on a une romance avec deux personnages qui sont de la même race animale. Sinon, les autres fois, à chaque fois, c'est des couples mixtes. Et je crois bien qu'à chaque fois, ce sont des couples gays masculins. Il y a très peu de personnages féminins qui apparaissent et c'est des personnages vraiment hyper secondaires, quoi. Il me semble que tous les personnages qu'on va suivre dans cette histoire sont des personnages masculins. Et j'ai adoré, c'était tellement bien. Oh là là, alors c'est un peu bizarre. Du coup, il y a certaines choses qui sont assez bizarres, mais j'ai adoré. Et les dessins sont incroyables. Ce que j'ai trouvé vraiment chouette aussi, c'est qu'à la fin de chaque histoire, on a un petit récap
des différents animaux qu'on rencontre. Donc dans la première histoire, c'est un lièvre et un chat siamois. Donc à la fin, on nous donne les caractéristiques de ces deux animaux. Alors au départ, je me suis dit que ça aurait été peut-être plus intéressant de mettre ces caractéristiques avant l'histoire, parce que du coup, on lit les caractéristiques des animaux, et ça nous permet de voir dans l'histoire, oui, effectivement, ce personnage se comporte comme cet animal. Mais en fin de compte, je me suis dit que c'était peut-être pas plus mal que ça se trouve à la fin, parce qu'on a parfois la surprise de découvrir de quel animal il s'agissait en réalité, parce que concrètement, même s'ils sont vraiment très joliment représentés, j'aurais pas été capable de vous dire que le lièvre, c'était un lièvre. J'ai vu les grandes oreilles, donc j'ai déduit que ça devait être un lapin, mais sans être sûr que ce soit un lièvre plutôt qu'un lapin. Pareil pour à un moment, il y a un lézard, il y a un genre de cerf aussi, mais c'est pas un cerf, c'est un autre type d'animal. Pareil, j'ai cru que c'était un mouton, mais en fait c'était un bouc, mais j'avais pas réalisé avec les cornes tout simplement. Voilà, j'ai adoré ces histoires, ces petites histoires toutes mignonnes, toutes tendres, avec... Bon, il y en a une qui m'a un peu... j'ai trouvé un peu cracra, avec des chauves-souris vampires. Voilà, pas mon truc. Mais c'était comme chou, ils sont rigolos les personnages. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré, c'était un super moment de lecture, je m'attendais pas à l'aimer autant que ça, et franchement je suis très très contente. Donc pareil, je vous donne pas le détail des notes, il aura une bonne note c'est sûr, mais j'ai pas encore passé dans Copa et je ferai ça pas ce soir, je pense. Là je suis vraiment fatiguée, j'ai mal au crâne, je vais aller manger, prendre ma douche et dormir. Du coup je vais peut-être même pas commencer les Sœurs Chabray. C'est pas très grave parce que j'ai commencé à écouter un livre audio aujourd'hui en allant au boulot et en revenant du boulot et un petit peu aussi entre midi et deux. Et j'ai choisi de commencer Qui doit mourir de Diana Urban. Et c'est un thriller ado dans lequel on va faire la connaissance de... Ouais, ils sont 6. On a 6 personnages, donc 6 ados qui sont dans le même lycée et qui sont très contents puisqu'ils ont tous les 6 été sélectionnés pour recevoir une bourse d'études. Ils sont invités dans un restaurant du coin, ça se passe au nord de New York. Ils sont dans la banlieue nord de New York. Ils sont invités au resto pour la remise de leur bourse et de leur diplôme, je ne sais pas peut-être, par le maire de la ville. Et en fait, une fois arrivés sur place, ils se rendent compte que c'est la merde. En gros, notre héroïne, qui s'appelle je sais plus comment, Amber. Elle s'appelle Amber, je m'en suis souvenue, c'est pas écrit derrière, cette fois-ci je m'en suis souvenue. Va soulever la cloche d'un des plats, parce que les autres ont déjà été soulevés, il y a du poulet, il y a des légumes, il y a un peu de tout quoi, et elle va soulever la cloche du plat principal, et en dessous de cette cloche, il y a un petit mot, une seringue remplie d'un liquide un peu beige comme ça, et ce qui ressemble fortement à une bombe, avec un minuteur qui s'égrène, et ils sont déjà à 59 minutes et 45 secondes. Et le petit mot dit: bienvenue à tous et encore une fois toutes nos félicitations. Désormais vous devez choisir. Vous avez 1 heure pour désigner celui d'entre vous qui doit mourir. Sinon, vous mourrez tous. J'en suis là dans l'histoire, j'ai avancé un petit peu, donc ils sont en train de réfléchir au fur et à mesure, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Au début ils y croient pas, hein. Pour eux c'est un canular, sauf qu'ils sont effectivement enfermés dans la pièce, ils n'ont aucun moyen de sortir, ils ont plus de réseau, et malgré tout ça a quand même l'air d'être vrai quoi, enfin en tout cas si c'est imité c'est vraiment bien imité. Donc ils commencent à se demander qu'est-ce qu'on fait, qui doit mourir. Et à côté de ça, alors c'est très très court, les passages où on est dans le présent avec eux qui sont enfermés dans cette salle de restaurant, c'est très très court, parce que ces passages-là sont entrecoupés de flashbacks de ce qui s'est passé il y a 1 an plus tôt. Je suppose que pour que ce soit eux 6 qui se retrouvent dans cette pièce à ce moment-là, il a dû se passer quelque chose de grave 1 an plus tôt. Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, il s'est rien passé d'extraordinaire. Notre héroïne est fan de musique, elle adore la musique de film et elle crée elle-même de la musique et elle rêve de travailler, d'être compositrice de musique de film. Et elle veut intégrer une école qui lui permettrait de réaliser son rêve. Elle sort avec un garçon qui s'appelle Robbie, je crois, qui fait partie des 6, donc ils sont tous les 2, mais elle sait qu'ils vont devoir rompre parce que lui, il voudrait absolument qu'elle vienne dans la même université que lui, considérant qu'elle peut faire de la musique n'importe où, alors que elle, son rêve, c'est d'intégrer cette fameuse école. Voilà, donc elle a postulé malgré tout à l'école de son petit ami, elle a été acceptée, mais du coup ça veut dire qu'ils vont devoir rompre. Si elle n'avait pas été acceptée, il n'y aurait pas eu de souci, elle serait allée dans son université, lui dans la sienne, il aurait compris, elle n'a pas été acceptée, c'est comme ça, mais là elle a été acceptée, donc elle va devoir rompre avec son petit ami. D'autant plus que l'un des autres, le garçon, parce que je crois qu'ils sont 3 filles et 3 garçons, l'un des autres garçons qui est présent ce soir-là, elle a un petit peu de sentiment pour lui, voilà, il a failli se passer quelque chose, ils ont failli s'embrasser, mais rien ne s'est passé.
Mais voilà, c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis très très longtemps, puisque son père à lui avait monté une boîte avec son père à elle, et son père et lui ont créé une invention, une éponge qui change de couleur quand elle est mouillée. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, ok. Qui leur a fait gagner un max de blé, et du coup, son père a quitté l'entreprise qu'il avait montée avec le père de notre héroïne, et ce le dernier s'est trouvé ruiné, du coup. Donc il enchaîne les petits boulots, voilà. Notre héroïne a perdu sa sœur qui... Alors j'en suis pas certaine parce que c'est pas encore dit clairement, mais vu la façon dont c'est amené, je pense qu'elle a dû se suicider à cause de harcèlement scolaire. En tout cas, elle était harcelée à l'école, ça c'est sûr, et elle est décédée. Alors est-ce qu'il y a eu un accident entre-temps, ou est-ce un truc qui a mal tourné, ou est-ce qu'elle s'est suicidée? Pour l'instant, je n'en suis pas sûre. Mais voilà. Ensuite, on a un troisième garçon. Donc le troisième garçon, c'est... un peu la tâche en fait dans cette réunion. Il a vraisemblablement rien à faire là, il n'y a aucune raison pour que lui il ait remporté une bourse. Vraisemblablement c'est le fumeur de shit du bahut, assez enfin voilà, qui n'est pas forcément à fond dans les études, et personne ne comprend pourquoi il est là. Et les deux autres filles, on a donc la meilleure amie de Amber qui s'appelle Priya, et en fait c'est son ex meilleure amie. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé entre elles deux pour que leur relation se soit refroidie à ce point là, mais dans les flashbacks un an plus tôt, tout va très bien entre elles. Elles s'entendent super bien, elles sont effectivement très proches, voilà, tout va très bien. Mais notre héroïne Amber doit côtoyer Sacha, qui est donc la dernière fille de cette assemblée, qui, elle, c'est la fille la plus populaire du lycée, c'est elle qui est en charge des pom-pom girls et aussi du club de théâtre. Et en fait, Amber, pour son dossier à l'université, elle veut créer la musique de la pièce de théâtre de Sacha. Du coup, il faut qu'elle réussisse à la convaincre de changer ses plans, parce qu'elle était partie plus au départ sur une reprise d'une comédie musicale de Broadway. Là, ce qu'il faudrait, ce serait qu'elle parte sur une pièce un peu plus classique, du style Roméo et Juliette par exemple, quitte à la remanier un petit peu pour la moderniser, la rendre un peu plus fun, quitte à être très satirique, de façon à ce que Amber puisse créer la musique complète de tout le spectacle. Du coup, elle va se rapprocher de Sacha, qui, malgré son côté fille très très populaire, se révèle en fait moins froide et moins impressionnante que ce à quoi Amber s'attendait, bien qu'elle ait quand même des comportements assez dangereux entre guillemets. Enfin, disons que voilà, c'est la fille la plus populaire, mais elle fait aussi partie de ceux qui prennent le plus de risques. De toute façon, en général, dans ce genre d'histoire, des lycées américains, les personnages les plus populaires sont souvent ceux qui font les grosses soirées, qui boivent de l'alcool, ce genre de choses. Voilà, c'est le cas pour Sacha. Ils se retrouvent tous les 6 dans cette fameuse pièce, coincés, ils savent pas ce qu'ils vont faire, et j'assiste au fur et à mesure aussi au passé. Voilà, donc là, actuellement, dans le passé, Ruby et Amber ne sont pas encore ensemble, mais ils sont tous les deux chez Sacha, et ils sont en train de jouer aux jeux vidéo. Mais voilà, il se passe... Pour l'instant, dans le passé, il s'est rien passé d'extraordinaire. Dans le présent, par contre, c'est un peu le stress, et du coup, mais j'ai quand même hâte de voir pourquoi ils en sont là, parce que pour moi, direct, le pitch de base, ça m'a fait penser à Souviens-toi l'été dernier, quoi. Je sais ce que t'as fait, tu vas être puni. En gros, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi eux? Pourquoi ces 6-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, je ne sais pas. Je suis page 98, je suis en plein milieu d'un chapitre, donc je vais le finir. Ouais, il me reste 2 pages. Et je suis en plein dans un flashback, donc après ça, je retournerai au présent, et il ne leur reste plus dans le présent que 51 minutes. Donc il me reste, je crois, un peu plus de 4h20 à peu près de lecture audio. Ma mère m'a redit qu'elle avait terminé le Virginie Grimaldi et qu'elle l'avait beaucoup aimé. Du coup, j'ai trop envie de le lire maintenant. Donc, je vais essayer de me le caser encore ce mois-ci. Voilà, va falloir que je me calme à un moment donné de continuer d'insérer des lectures dans ma pile à lire alors que c'était pas prévu au départ. Mais bon, je garde la priorité pour les livres de ma palle d'écart. Le reste, ce sera que du bonus. Voilà, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai, je pense, demain. Bien sûr, demain, j'espère demain, pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 18h36 et je vais pas vous prendre très très longtemps ce soir, normalement. Je vais rapidement vous donner les notes que j'ai mises à The Wise Beasts of the Wizarding Wisdom et le tome 3 de Monsieur et Madame Renard, Monsieur Blaireau et Madame Renard, pardon. Alors, pour le manga The Wise Beasts, blablabla, j'ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, il arrive à 8,57 dans Copile. Et pour le tome 3 de Monsieur Blaireau et Madame Renard, j'ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, et il arrive à 9,29 dans Copile. C'est vraiment pas évident de noter les graphiques dans Copile. Ça faisait partie de ma pile à lire mensuelle, donc je l'ai noté et je les note aussi dans mon reading journal, mais c'est pas évident. Je trouve ça vraiment très étrange.
pas forcément très équitable de mettre ce type de note. Par exemple, au tome 3 de Monsieur Blaireau et Madame Renard, il fait 32 pages. Alors c'est sûr, les illustrations sont magnifiques, mais quand je le compare à un roman, par exemple, qui a eu le même type de note, genre Un palais d'épines et de roses, je pense, j'ai dû mettre 18 sur 20, bah ça n'a rien à voir, quoi. Et clairement, s'il y en a un des deux qui mérite plus sa note que l'autre, c'est le roman et pas la BD. Donc je sais pas si à l'avenir, je vais continuer à noter les BD manga. En tout cas, c'était un test, j'ai vu ce que ça donnait, je suis pas vraiment convaincue, tant pis. Ensuite, hier soir, j'ai commencé ça, Les Sœurs Chabray, mais j'ai lu un chapitre parce que j'étais très fatiguée, donc je suis page 18, chapitre 2. Alors, dans cette histoire, on fait la connaissance de Morgana, qui est une jeune femme de bonne famille, d'une famille assez fortunée, vraisemblablement, qui vit chez son oncle. Je ne sais pas encore ce qui est arrivé à ses parents. Et elle a plusieurs frères et sœurs. Et elle est un petit peu la maman, en gros, de tous ses frères et sœurs. Mais elle n'est jamais sortie en société. Ça se passe à je ne sais pas où et je ne sais pas quand. Mais j'ai l'impression qu'on se trouve un petit peu dans l'ère victorienne. Alors si ça se trouve à Paris, c'est pas vraiment victorien. Mais si ça se déroule à Londres, on est bien sur du... Après, Chabray, ça fait plus britannique comme nom de famille que français. Mais ça veut rien dire. On verra. Peut-être que plus tard, je le saurai. Elle n'a jamais fait son apparition en société et je ne sais pas encore pourquoi. C'est quelqu'un qui apparemment est très inventive, qui est extrêmement intelligente, qui adore les recherches et qui a construit un télescope elle-même de A à Z. Elle a construit un télescope. Alors vous vous doutez bien que à l'époque et pour une femme, c'était inenvisageable. Elles sont bonnes qu'à se marier, à bien se marier, à faire des enfants, etc. Elle rêve pas du tout de ce genre de vie et elle décide de vivre recluse et du coup depuis quasiment toujours, son oncle, en accord avec elle, c'est elle qui lui a demandé, il est d'accord avec ça, il dit qu'elle est malade et qu'elle ne peut pas sortir de chez elle. Voilà. Et donc là, sa sœur a atteint, il me semble que c'est 18 ans, et donc l'âge auquel elle peut vraisemblablement se marier, et Morgana est bien décidée à trouver un excellent parti pour sa sœur et à la faire se marier de façon à ce qu'elle reste dans le coin, quoi, qu'elle achète une maison pas trop loin. Donc il faut que ce soit un bon parti, mais il ne faut pas non plus que ce soit l'aîné d'une famille, parce que sinon il va hériter du domaine familial et ça risque d'être loin. Donc, elle va peut-être faire son entrée dans la société, elle aussi, en même temps que sa sœur, pour lui servir de chaperon. Sauf que elle n'est pas très crédible en chaperon parce qu'apparemment c'est une femme très belle, avec des formes voluptueuses, avec un joli regard, des cheveux sublimes. Enfin vraiment, elle a l'air d'être vraiment très belle. Du coup, et comme elle est célibataire et riche, c'est pas vraiment le chaperon idéal. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Comme je vous dis, j'ai juste les bases de l'histoire qui sont posées. On va voir vers quoi tend l'autrice. Et j'ai continué aujourd'hui celui-ci, Qui doit mourir de Diana Urban. Je suis page 247. Je suis en plein milieu d'un chapitre... Les chapitres sont pas numérotés. En fait, on alterne entre les flashbacks. Donc, par exemple, le prochain flashback que je vais lire, c'est 3 mois et 1 semaine plus tôt, octobre de l'année de terminale. Et là, j'en suis au chapitre 003200. Donc 0 heure, 32 minutes et 0 secondes. Il leur reste plus que 32 minutes pour se décider et réussir à sortir de là. Je vais pas vous en dire plus que ce que je vous ai dit hier parce qu'en fait c'est vraiment un thriller, on est pris dans l'histoire, on sait pas en fait, on sait pas pourquoi ils sont là eux, pourquoi c'est eux qui ont été choisis, ils essayent de comprendre, ils essayent de se dire alors attends qui est-ce qui pourrait nous en vouloir à tous, mais à chaque fois ça colle pas, il y a toujours quelqu'un qui non, moi j'ai rien à voir avec ces gens-là, je les côtoie jamais, enfin je vois pas, je leur ai rien fait de mal. Ils commencent à se demander s'il y aurait pas plutôt un seul d'entre eux maintenant qui serait visé, mais dans ces cas-là, pourquoi punir les autres? Et du coup on apprend à découvrir les relations qu'ils ont les uns avec les autres et aussi avec des personnages qui ne font pas partie du groupe de ces 6 personnes qui sont enfermées, mais qui jouent quand même un rôle dans ce qui se déroule actuellement entre 6. Voilà, donc... Pour l'instant, ça me plaît bien. J'avoue que je préfère les passages qui se déroulent dans le présent, quand ils sont coincés et que la tension est à son comble. Mais parce que pour l'instant, il ne s'est rien passé de vraiment extraordinaire dans le passé qui pourrait expliquer ce qui se déroule maintenant. Alors forcément, j'en suis qu'à la moitié. Je vais pas le savoir tout de suite. J'espère que je découvrirai qu'à la fin et que je serai surprise. Parce que si je le découvre avant la fin, c'est moyen. Voilà, donc je pense que je vais terminer mon chapitre en cours, c'est-à-dire il me reste une page, et puis lire un petit peu Les Sœurs Chabray ce soir du coup. Et hier je vous ai pas parlé des sorties de livres qui m'intéressaient, et pourtant il y en avait 3.
Donc on est parti avec les sorties du mois de mars qui sont sorties donc hier le mardi 2 mars. Et il y en a 3 aussi pour aujourd'hui. Donc les 3 pour hier, c'était le tome 1 de La Guilde des Ombres, Le Don de Mort, partie 1 et partie 2. C'est donc 2 volumes différents mais c'est bien un seul tome. Aux éditions Plume Blanche, on est sur de la fantasy, c'est écrit par Anna Triss. On a ce groupe d'elfes qui est missionné par la mort pour l'assister dans son travail. Et un beau jour, on a une nouvelle recrue qui débarque et cette nouvelle recrue est humaine. J'ai aussi noté Down Comes the Night de Alison Saft. On est sur de la fantasy, c'est de la romance avec de la magie, une mystérieuse maladie, un personnage qui est atteint d'une mystérieuse maladie et notre héroïne qui a été, pas bannie, mais en tout cas déchue de certaines de ses fonctions et qui doit utiliser sa magie pour sauver ce personnage qui apparemment est pas un personnage amical, je ne sais pas, mais qui ferait plus partie du camp des rebelles, on va dire. Et ils vont se retrouver dans une maison pleine de monstres. Voilà, c'est de la VO. Et le dernier, qui est de la VO, je pense que vous allez le revoir prochainement sur la chaîne. C'est le premier tome de la série The Bright and the Pale Duology, donc ce sera une duologie. C'est écrit par Sarah Rubinskowski, pardon, il n'y a pas de S. Et on est sur de la fantasy avec un folklore russe et j'ai noté quelques mots-clés: hiver, fable, romance, tragédie, magie et monstres. Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Si ça ne vous dit rien, ça vous dira bientôt quelque chose. Donc ça, c'était les 3 sorties d'hier. Et les 3 sorties d'aujourd'hui, ce sont 3 sorties françaises. Du coup, les sorties en VF sortent en général le mercredi. J'ai noté D'or et d'oreiller de Flore Vesco, c'est une réécriture de La Princesse aux Petits Pois, mais en version roman. J'ai noté également le premier tome de la série Le Conte des Parias de Makoto Oshino, et là c'est un manga, un shonen il me semble, avec une amitié entre une petite fille et un... Alors, dans le résumé il disait un diable, mais pour moi il n'y a pas plusieurs diables, il y a le diable et des démons. Donc j'ai noté un démon, mais eux ils disent un diable. Donc, voilà. Est-ce que c'est le diable et qu'il y avait une faute de frappe ou est-ce que c'est un démon et qu'il y avait une faute de mots employés? Je ne sais pas. En tout cas, la couverture a l'air sympa. Et le dernier, c'est La Sourcière de Élise Fontenaille. Fontenaille Ndiaye, pardon, c'est un nom composé. C'est de la fantasy avec de la magie et apparemment ça se déroule au Moyen-Âge. Et on a une jeune femme qui va débarquer chez une sorcière, mage, je ne sais pas, qui va recueillir l'enfant qu'elle porte parce qu'elle est sur le point d'accoucher en fait et elle va mourir en couche. Et du coup cette dame va recueillir l'enfant et l'élever comme sa propre fille. Et cette fille a, si je me souviens bien, les cheveux roux. Elle a des pouvoirs magiques et elle est suivie partout par un renard. Donc ça fait un petit peu plus jeunesse, mais c'est quand même de l'ado, enfin voilà. C'est pas du young adulte, hein, c'est ado, vraiment ado light, hein, genre 13-14 peut-être même 12, c'est vraiment pré-ado, je ne sais pas. Et j'ai encore des sorties pour demain et après-demain et les autres semaines du mois de mars, mais pour aujourd'hui, c'est tout. Du coup, je vous laisse et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est midi 4 et je viens juste de rentrer à la maison. Alors, hier, j'ai avancé dans les Sœurs Chabray et je vais aller le chercher parce que je l'ai oublié à côté de mon lit. Je suis maintenant page 127, chapitre 12, donc j'ai atteint la moitié en fait. Je crois que je suis pile poil à 50%. C'est vachement chouette, je m'éclate. Alors c'est hyper léger, on est sur de la romance historique du coup. On est bien à Londres à l'époque victorienne, vraisemblablement d'après les tenues, le mode de pensée, etc. Je pense qu'on est bien dans ces eaux-là. Et on a donc Morgana Chabray qui va accompagner sa sœur Rosalie pour faire ses débuts dans le monde. Morgana et Rosalie sont les deux plus âgées d'une fratrie de... Je crois qu'elles sont 4, en tout 4 sœurs. En tout cas, Morgana a décidé depuis la mort de ses parents de s'occuper exclusivement de ses petites sœurs, de la famille et d'être... voilà, responsable de leur éducation, même si elle est absolument contre toute l'étiquette et tout ce genre de choses, c'est pas du tout son truc, elle refuse de se marier, elle voit pas l'intérêt en fait. Elle est riche, elle a un nom, elle a un titre, elle n'a pas besoin d'un homme pour régenter sa vie et pour lui demander l'autorisation pour travailler, pour avoir de l'argent, etc. Donc elle veut vraiment garder son indépendance. Cependant, elle est consciente qu'elle ne peut pas imposer le même mode de vie à ses sœurs et elle décide d'emmener avec elle Rosalie à Londres pour lui trouver un bon parti. Le comportement de Morgana est très répréhensible par la bonne société. Du coup, depuis toujours, en fait, son oncle et sa tante, alors c'est pas l'oncle et la tante ne sont pas mariés, c'est pas un couple. L'oncle qui est devenu leur tuteur et le frère cadet de leur papa qui est décédé et la tante
Et je crois... Alors je sais pas si c'est du côté du père ou de la mère, mais c'est une tante qui vit à Londres, qui est assez excentrique aussi. Du coup, Morgana se retrouve bien dans ce personnage de... qu'est sa tante. Je parle de personnage parce que c'est effectivement un personnage. Hein. Elle est assez... vraiment très excentrique et pas du tout en phase avec l'étiquette et ce genre de choses. Donc Morgana se retrouve bien dans cette personne, et depuis toujours, donc... Enfin, depuis toujours. Depuis que Morgana a repris un petit peu la famille en main, on va dire, ils ont décidé d'un commun accord avec Morgana de dire à tout le monde que la raison pour laquelle elle ne sortait pas de chez elle et qu'elle n'était pas encore mariée, c'est qu'elle était très malade. Alors je dis d'un commun accord avec Morgana, oui et non, parce que concrètement ça l'arrange, personne ne vient l'embêter et elle vit sa vie comme elle l'entend. Je vous ai parlé hier de ses inventions, elle est très férue de science. Mais en même temps, ça l'embête de participer à ce mensonge. Elle débarque à Londres avec sa sœur qui vient juste de lui annoncer qu'elle a écrit un roman. Et elle a envoyé le manuscrit de son roman à un éditeur qui a accepté de l'éditer. Cependant, l'éditeur auquel elle a envoyé son manuscrit, c'est l'éditeur le plus prestigieux de Londres, mais il a toujours refusé de travailler avec des femmes. Du coup, Rosalie a envoyé son manuscrit sous un pseudonyme masculin. Et elle décide, en arrivant à Londres, d'aller voir cet éditeur... misogyne vraisemblablement, pour lui dire la vérité, parce qu'elle refuse de vivre dans le mensonge et que, après tout, s'il a aimé son texte, peut-être que, même si c'est une femme, il va accepter de la publier. Ce monsieur, c'est le comte Greenwald, qui est un jeune homme à femme, et d'ailleurs on se demande comment c'est possible étant donné qu'il refuse de les publier. Apparemment, il a déjà publié une autrice par le passé et ça s'est pas très bien passé, je n'en sais pas plus. Je sais juste voilà, que la raison pour laquelle il refuse aujourd'hui de travailler avec des femmes, c'est que par le passé, il a eu une mauvaise expérience. Du coup, quand débarquent Morgana et Rosalie dans son bureau, il rejette le manuscrit de Rosalie, il ne veut plus travailler avec elle. Par contre, il tombe sous le charme de Morgana, mais c'est instantané. Instantané. Je vous l'ai dit hier, Morgana, c'est une femme qui est très belle, et effectivement, d'après la façon dont elle est décrite, elle est franchement somptueuse, quoi. Donc, il tombe direct sous son charme. Et elle est pas non plus indifférente, parce que bien que, apparemment, ce soit un crétin, il est aussi plutôt pas mal. Un peu ténébreux, comme ça. Voilà, il a une mauvaise réputation. C'est un petit peu un bad boy. Mais il est quand même jeune, séduisant, drôle. Ça, nous, on le voit plus qu'elle, parce que elle, son humour tend plutôt à l'agacer qu'à la faire rire. Mais bon. Ils tombent les deux sous le charme l'un de l'autre, c'est genre un coup de foudre, mais vraiment, voilà. Nous, on le vit comme ça. Elle le vit un peu moins comme ça, parce que comme elle a aucune expérience, elle sait qu'elle veut pas se marier et que l'amour, c'est pas fait pour elle. Et du coup, on va suivre, en fait, les aventures de, principalement, ces deux personnages, donc Morgana et le comte Greenwald, qui, bien qu'ayant toujours été un homme à femme et ayant eu plusieurs maîtresses, etc., il est tellement tombé sous le charme de Morgana qu'il serait peut-être même prêt à l'épouser, quoi. Mais bon. Pour l'instant, il est bien décidé à lui faire la cour, bien que son meilleur ami lui ait expliqué que Morgana était très malade et que du coup, il fallait pas qu'il s'attache à elle parce qu'elle risquait de mourir d'un jour ou à l'autre. En gros, si vous voulez, son meilleur ami ayant lui-même perdu sa femme en couche et son enfant à naître, du coup, au moment de l'accouchement, en fait. Donc il sait très bien de quoi il parle, il sait très bien que perdre la personne qu'on aime le plus au monde, on s'en remet pas et il veut pas que ça arrive à son meilleur ami. Donc il lui déconseille fortement de s'attacher à Morgana, mais c'est plus fort que lui. Et franchement, c'est trop bien. Oh purée, c'est trop bien. Je m'éclate. Donc j'espère, ouais, je pense qu'il y a moyen, je pense que je vais le finir aujourd'hui. J'ai terminé aujourd'hui, tout à l'heure même, Qui doit mourir de Diana Urban. Je ne l'ai pas encore passé dans Copile, mais je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée, je pense, pour vous dire où j'en suis, parce que j'ai aussi l'intention de filmer une vidéo. Donc c'est mon update lecture du mois de février. J'ai vu venir la fin. Je suis un petit peu déçue, mais vu la façon dont les choses ont commencé à tourner à partir du milieu du roman, ouais, je me suis doutée que ça pouvait être que ça en fait. Donc je vais pas vous dire quoi évidemment, mais je sais pas. Je sais pas encore quelle note il va avoir, on verra. La façon dont l'autrice oscille entre le passé et le présent, au début me dérangeait pas parce que ça nous permettait de découvrir ce qui s'était passé bien avant et les raisons pour lesquelles ces personnages se trouvaient dans la situation dans laquelle ils sont maintenant. Mais je trouve qu'il y a un certain déséquilibre. En plus de ça, il y a un personnage qui est juste mais monstrueux. Alors, ce personnage a été écrit de cette façon volontairement, étant donné ce qui s'est passé plus tôt dans l'histoire et ce qui va se passer plus tard dans l'histoire. C'est totalement logique et c'est logique que je ressente les sentiments que je ressens pour ce personnage. Oh, c'était dur. C'était dur, hein. Oh la vache. Waouh. Bref. Alors on a le sujet qui est traité principalement dans ce roman, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est le harcèlement scolaire et
le suicide aussi, donc trigger warning si jamais vous êtes sensible à ces sujets-là. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous donnerai rapidement ma notation finale sur Copile un peu plus tard, et puis pour découvrir mon avis complet un peu plus détaillé, il faudra attendre mon update lecture du mois de mars. C'était ma lecture audio en cours, et du coup j'en ai entamé une autre tout à l'heure, mais je vais rien pouvoir vous dire dessus. C'est Les Papillons Géomètres de Christine Luce, c'est de la fantaisie, et alors pour l'instant je ne sais pas du tout ce qui se passe. On a un personnage principal, je pense masculin, qui espionne un homme, mais cet homme ne le voit pas. Donc je pense qu'il y a une partie de magie, enfin c'est sûr, il y a une partie de magie dans cette histoire. Est-ce que notre personnage principal est capable de se rendre invisible? Est-ce que c'est une créature fantastique lui-même? Pour l'instant, je ne sais pas. Et il enquête sur quelque chose, mais pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est non plus. Et on a un deuxième personnage, enfin on a d'autres personnages, mais on a un deuxième personnage qui, je pense, pourrait être un personnage principal, qui est une médium, qui a vraiment la capacité de communiquer avec les morts, et qui, régulièrement, tous les ans, depuis 4 ans, reçoit à une date précise, une seule date, une fois par an, elle reçoit un homme qui a perdu sa femme, et elle réussit à rentrer en contact avec sa femme, et du coup, c'est les retrouvailles de l'homme et de sa femme à travers son corps et sa voix à elle, une fois par an, et là, et la femme, elle est plus là, elle a disparu. Elle n'arrive plus à rentrer en contact avec elle. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Ces deux personnages sont liés parce qu'il semblerait que lui mène une enquête qui la concerne elle. Mais je n'en sais pas plus. On se trouve à Londres, puisqu'on a parlé de la Tamise. On verra comment les choses évoluent. Il est assez court et les chapitres sont découpés en plein milieu, en fait. Voilà, il n'y a pas de page vierge pour un nouveau chapitre, ni d'espace. Donc on va voir comment ça avance. Du coup, ça risque d'être assez rapide à lire, mais je veux vraiment bien prendre mon temps. On est au chapitre 3 et il me manque quand même des éléments pour comprendre déjà où je vais exactement. Donc voilà, et je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure de la semaine. C'était pas prévu que je commence celui-ci aujourd'hui, mais après tout, pourquoi pas? C'est une lecture audio en plus que j'écouterai du coup principalement dans la voiture en fait, en allant bosser et en revenant du boulot. Du coup, je vais vous laisser pour l'instant, je vais aller manger et puis je vous retrouverai un tout petit peu plus tard dans la journée pour vous dire où j'en suis dans mes lectures et si j'ai réussi à tourner ma vidéo. Il est 17h13 et je vais pas vous reprendre très très longtemps juste pour clôturer la journée. J'ai noté dans Copile Qui doit mourir, je lui ai mis 13 sur Livre Addict et 3 étoiles sur Goodreads. C'était une bonne lecture, sympa, mais comme je vous l'ai dit, il y avait pas mal de choses qui m'ont dérangée, notamment au niveau du comportement des personnages, et puis j'avais deviné plus ou moins où est-ce que l'autrice voulait nous emmener, donc c'est un peu dommage. J'ai aussi terminé, ça y est, Sans orgueil ni préjugés, le premier tome des Sœurs Charbret de Cassandra O'Donnell. C'était génial, j'ai adoré. C'était trop bien. Alors il y a des choses qui m'ont gênée parce que on est à Londres à l'époque victorienne et que le personnage masculin de cette histoire, comme la plupart des personnages masculins de son époque, considère que la place de la femme c'est dans le mariage et s'occuper d'être une lady et de suivre les règles de la vie en société, ce qui n'est pas le cas de notre héroïne. Et j'ai adoré cette héroïne, elle est juste phénoménale. Et elle n'hésite pas à lui dire d'ailleurs qu'il ferait mieux de se taire et de la laisser vivre comme elle l'entend. Mais il y a quand même des petites réflexions, des actions qui sont... Au niveau consentement, on est vraiment limite, hein, parce que elle dit clairement non, il n'est pas censé aller plus loin. Une fois qu'elle a dit non, sinon il est censé s'arrêter. Bon, il continue, finalement il se passe ce qui doit se passer et elle est ravie que ça se soit passé. Voilà. Elle a dit non, elle en avait envie, mais elle a dit non, on est dans la tête du personnage principal. Donc on sait que malgré son refus verbal, elle en a envie, on le sait, vu qu'on le vit à travers elle. Mais lui n'est pas censé aller plus loin, quoi. Donc, je vous dis, c'est vraiment limite, et c'est même très limite au niveau du consentement à certains moments. Tout est bien qui finit bien, voilà, j'ai adoré cette histoire, c'était trop bien, c'était trop bien, et ça s'est lu super vite, et j'ai très envie de lire la suite maintenant, mais je ne l'ai pas. Ah Donc je vais la mettre dans ma wishlist, et puis je me la procurerai à l'occasion. J'ai filmé tout à l'heure mon update lecture pour le mois de février, donc ça c'est fait, c'est une vidéo qui fait un petit peu plus d'1 heure, mais il y a beaucoup de passages que je vais devoir couper, parce qu'il y a certains moments où j'ai dû m'interrompre, j'ai eu un coup de fil par exemple à un moment donné, j'ai beaucoup bafouillé aussi, donc j'ai plus l'habitude de faire des vidéos en sitting préparé et tout, là. Enfin préparé, pas vraiment préparé d'ailleurs, pas du tout préparé même, mais bon, avec la bibliothèque derrière, vraiment assise
un peu plus formel, quoi. Je vais commencer celui-ci, Princess Bride de William Goldman. C'est un conte. Et je n'en sais pas tellement plus en fin de compte, à part qu'on va avoir une princesse qui doit être délivrée. On est quel jour ? On est jeudi. On est jeudi, donc il me reste aujourd'hui vendredi, samedi, dimanche. Il me reste 4 jours pour lire tranquillement celui-ci. Je pense que dans ces 4 jours, je vais aussi finir les papillons géomètres. Et la semaine prochaine, lundi, commence le read-along pour Lore. Je l'ai découpé parce que le planning du read-along a été dévoilé. Donc il est découpé en 5 parties qui m'ont pas l'air inatteignables, on va dire. Donc j'espère que ce mois de mars va être productif en termes de lecture. Bon allez, je vous laisse et puis je vous retrouverai demain du coup pour la suite de ce vlog. On est vendredi, il est 21h05 et je vous retrouve juste avant d'aller me mettre dans mon lit, bien au chaud, bien confortablement, pour reprendre ma lecture de Princess Bride de William Goldman. Je vais pas pouvoir vous dire grand chose de cette histoire, parce que figurez-vous que pour l'instant je ne l'ai pas commencé. Je suis page 47 et le roman est sur le point de commencer. Tout ce qu'il y a avant, c'est William Goldman qui explique, déjà dans une première partie, pourquoi je me retrouve avec ce livre dans les mains, c'est-à-dire c'est le 40e anniversaire de la sortie de Princess Bride, et c'est pour ça que cette édition a été créée. Voilà, sublime édition, que je suis très 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 contente d'avoir. Et ensuite, on se retrouve sur une préface, encore, mais là, une préface qui date de la sortie originelle du bouquin, qui est pareil, enfin voilà, William Goldman qui explique pourquoi je me retrouve avec ce bouquin dans les mains. Comment il a choisi ce titre et pour quelles raisons. En fait, il se trouve que à la base, Princess Bride, c'est un roman qui a été écrit par S. Morgenstern. Et il avait même nommé son roman le grand classique du conte de grand amour et de grande aventure. Et donc, Princess Bride, c'est la version avec les bons morceaux, abrégée par William Goldman. Cela étant dit, je ne sais toujours pas de quoi parle cette histoire, à part que c'est un genre de conte avec une princesse, avec un chevalier, voilà. Mais je n'en sais pas plus. Je sais que la princesse s'appelle Bouton d'Or. Je sais qu'on va avoir un épéiste ou un escrimeur, je ne sais pas, qui s'appelle Inigo Montoya. Mais à part ça, je n'en sais pas plus. J'ai quand même envie de découvrir l'histoire parce que bah voilà, c'est pour l'histoire à la base que j'ai acheté ce roman, hein, et pas pour le discours interminable de l'auteur qui m'a un peu agacée, je dois vous dire. Mais je vais pas prendre en compte cette partie dans ma notation parce que c'est vraiment l'histoire qui compte en fait. Mon problème, c'est que l'histoire, bien qu'elle ait été abrégée et peut-être légèrement remaniée, mais je suis même pas sûre, par William Goldman, à la base n'est pas de lui. C'est pas un hommage, c'est pas une réécriture, c'est vraiment, il a gardé juste les morceaux qu'il préférait dans l'histoire de base et il a créé des transitions adéquates, on va dire, pour tous les passages qu'il a coupés. Je vous en dirai plus demain, parce que du coup demain j'aurai commencé vraiment l'histoire. Et sinon, j'ai continué Les papillons géomètres de Christine Luce. Je suis page 167. Je vais finir le chapitre que j'ai commencé parce que je suis en plein milieu d'un chapitre. Il me reste une page pour terminer mon chapitre, donc ça va aller vite. J'en sais un petit peu plus maintenant sur l'histoire. Je suis arrivée quand même plus de la moitié, donc il serait temps que je sache de quoi on parle. En fait, notre personnage principal n'a pas de nom. C'est un fantôme. Je n'y attendais pas du tout en plongeant dans cette histoire. En fait, j'ai pas du tout relu le résumé et c'est tellement cool. Je vous conseille vraiment de faire ça. Si vous voyez des bouquins qui vous intéressent, si vous voulez les acheter tout de suite et les lire tout de suite, faites-le. Moi, je sais qu'il y a certains bouquins, il me les faut tout de suite, je les lis tout de suite. Du coup, j'ai pas vraiment de surprise, entre guillemets, en tout cas pas au niveau de l'histoire de base. Mais celui-ci, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist parce que le pitch m'avait vraiment hypé au départ et puis je ne l'ai pas sorti tout de suite, j'ai attendu, finalement, je l'ai acheté, et même une fois qu'il s'est retrouvé dans ma pile à lire, je ne l'ai pas lu tout de suite. Plusieurs raisons peuvent faire que. Et ben, je n'ai pas relu le résumé avant d'aller dans ma lecture, et je suis tellement contente, parce que du coup, j'y vais mais vraiment à l'aveugle, et pour le coup, je sais qu'il n'a pas une super note sur Livre Addict. Moi, je pense qu'il aura une bonne note. Ce ne sera pas un coup de cœur, je pense pas. C'est hyper nébuleux quand même. Donc on a ce fameux personnage principal qui n'a pas de nom, qui est surnommé l'enquêteur, et qui est en fait un revenant, un fantôme, qui navigue du coup entre le monde des vivants et le monde des esprits. Et de l'autre côté, on a une médium qui s'appelle Marie Gaëtane Lafay, qui elle, comme je vous le disais hier, a la capacité de voir certains esprits. Pour certains de ses clients,
qui n'ont pas d'esprit qui tiennent suffisamment à eux pour revenir, ou je sais pas trop comment ça fonctionne, elle baratine un petit peu, quoi. Elle escroque légèrement. Il faut qu'elle mange aussi, hein, donc voilà. Mais elle a vraiment des pouvoirs médiumniques et elle est capable de transmettre certains messages et incarner le temps d'une soirée par an. Voilà. C'est tellement éprouvant et pour elle, et pour le mari, et pour l'esprit qu'ils se sont fixés juste une date par an. L'esprit de la femme d'un homme qui vient la voir, du coup, une fois par an toujours, hein, parce que c'était l'amour de sa vie qu'il l'a perdu, et voilà, une fois par an, ils se donnent rendez-vous à travers Marie-Gaëtane pour se retrouver. Sauf que cette année, elle n'est pas là, sa femme. Du coup, c'est la panique, lui il se demande pourquoi elle n'est pas venue. Marie-Gaëtane commence à s'interroger aussi, à savoir pourquoi l'esprit n'est pas venu, il y a forcément eu un problème, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté. Et en fait, notre fameux personnage principal, qui est donc l'enquêteur, va commencer à mener l'enquête aussi de son côté. Il va se trouver que les deux personnages, donc notre enquêteur et Marie-Gaëtane, vont se croiser. Et Marie-Gaëtane va le reconnaître, mais elle va reconnaître sa présence, et ils vont pouvoir interagir tous les deux. C'est la seule personne humaine et vivante avec laquelle il peut interagir. L'énergie dont a besoin Marie-Gaëtane pour contrôler un petit peu son aura et pouvoir communiquer avec notre enquêteur est assez phénoménale, et du coup ça la met en danger aussi, hein. Disons que de génération en génération, les médiums, au moins dans sa famille, soit sont mortes après une séance un peu trop épuisante, soit sont devenues folles, en fait, tout simplement. C'est vraiment très éprouvant et très bizarre. Marie-Gaëtane vit avec une jeune femme qui s'appelle Maisie, et je trouve son personnage trop fun. Elle a une très forte sensibilité au niveau des objets. Elle est capable de repérer instantanément où se trouve quel objet et de s'en souvenir, de tout mémoriser, et la prochaine fois qu'elle revient dans la même pièce, de dire exactement si quoi que ce soit a bougé. Et du coup, elle peut sentir la présence un petit peu des esprits à travers ce don qu'elle a, parce que il suffit qu'un esprit à un moment glisse, ou je sais pas, dérape, ou traverse une porte. Elle va sentir que la porte, elle est toujours au même endroit, mais c'est plus pareil, quoi. Voilà. Donc c'est assez intéressant comme pouvoir. Et donc, ces trois personnages, principalement notre enquêteur et Marie-Gaëtane, vont essayer d'enquêter sur la disparition de cet esprit, sur la disparition de son mari aussi, parce que depuis que l'enquêteur l'a vu au bord de la Tamise, prêt à se jeter, et finalement il ne s'est pas suicidé, mais il était prêt à se jeter dans la Tamise, il l'a perdu de vue. Du coup, ils vont essayer de savoir ce qu'il en est. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est une enquête paranormale dans le Londres victorien, avec un côté de fantaisie, puisqu'on a quand même un aspect assez magique avec ce côté, notre personnage principal qui est quand même un fantôme. C'est de la fantaisie, oui, mais je le classerais vraiment plus en paranormal. Le fait que le personnage principal soit le fantôme, c'est cet élément, je pense, qui fait qu'on est plus sur de la fantaisie que vraiment sur du paranormal. Si ça avait été Marie-Gaëtane, le personnage principal, et qui avait eu le personnage de l'enquêteur à côté, cette histoire de fantôme, de médiumnisme, je ne sais pas si ça existe, ça aurait été vraiment paranormal pur et dur. Là, on est vraiment sur de la fantaisie, limite, je vais pas dire steampunk, parce que c'est pas du steampunk, mais dans cette Angleterre victorienne que j'adore, vous le savez, j'adore ces décors, j'adore cette façon de s'exprimer, j'adore cette façon de s'habiller. Voilà, donc je passe un super moment. Je le finirai demain, je pense, parce que là, comme dit, je vais atteindre la page 169. Et puis demain matin en allant au boulot, et demain après-midi en revenant du boulot, je pense qu'il y a moyen que je finisse. J'ai hâte de voir ce qui va se tramer à la fin, parce que franchement, je m'attendais à être assez déboussolée par ce titre. Voilà, quand j'ai vu la note qu'il a eue, je me suis dit, oh mon Dieu, ça, à mon avis, ça doit être un peu trop bizarre, un peu trop, je sais pas, vraiment étrange, quoi. Et j'avais peur de pas comprendre déjà ce qui se passait. Et je vous l'ai dit hier, quand j'avais commencé, que j'étais pas capable de vous dire ce qui se passait, parce que pour l'instant, j'avais zéro info. Je savais même pas qui était le personnage principal. Enfin, je sais que le personnage principal, c'est le narrateur, mais je ne sais même pas qui il est. C'était compliqué. Maintenant que c'est bon,
Voilà, je sais où on est, je sais où on va. On est en train de mener cette fameuse enquête pour essayer de savoir ce qui se passe du côté des morts parce que la femme, elle a disparu. Et du côté des vivants, le mari a disparu. Plus l'ambiance, voilà, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai très très hâte de voir, de découvrir la fin en fait de cette histoire. Je sais pas ce que je vais lire après les papillons géomètres. Je vais me focus full ce week-end sur Princess Bride pour le finir. Je vais absolument le terminer ce week-end. Comme ça, lundi, je peux commencer le read-along de Law, qui je vous l'ai déjà montré, je l'ai déjà découpé, qui commence donc lundi et qui ira jusqu'à vendredi. Et du coup, je pense que je commencerai aussi un livre audio, mais pas avant lundi. Enfin, pas avant mardi même, parce qu'en général, le livre audio, je le lis principalement sur la route du boulot, comme je viens de vous le dire, donc je pense que ce sera pas avant mardi que j'en choisirai un autre. Bon, du coup, je vous laisse et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est dimanche, il est 9h20 et je vous ai pas repris hier. J'étais assez claquée en fin de compte, donc voilà, j'ai fait d'autres choses et j'ai pas pensé à vous reprendre. Enfin, si j'ai pensé, mais j'avais pas envie en fait. Voilà, donc il est 9h20, ça fait 2 heures à peu près que je suis réveillée. Alors, je vais commencer par vous dire que je commence à être malade. Je pense que je me suis enrhumée, j'ai dû attraper froid. C'est pas la Covid, vous inquiétez pas. Je suis juste enrhumée. Je me tape, tous les ans, je me tape une grosse rhino. J'espère juste que c'est pas ça, parce que c'est pas le moment, quoi. Enfin, c'est jamais le moment, mais là, j'ai vraiment pas envie. Du coup, j'ai mon arsenal, j'ai le truc pour nettoyer le nez, les gouttes. J'ai du magnésium pour renforcer ma force. J'ai du truc à la menthe pour déboucher, j'ai de l'efferalgan, j'ai les mouchoirs, j'ai du Vicks pour ce soir, j'ai du Calyptol aussi pour faire une inhalation. Voilà, je me suis bien armée et j'espère que ce sera juste le temps de ce week-end et qu'après ce sera fini, quoi, parce que j'ai pas envie de me trimballer ça pendant 3 semaines. Si mon nez est rouge, c'est normal. Et si j'ai pas l'air en forme, c'est normal aussi. Ça va, hein, c'est juste chiant. Plus le fait qu'il fasse beau, ça recommence à me gratter les yeux au niveau de mes allergies. Je suis en train de monter mon update lecture pour le mois de février. Vous l'aurez normalement, je le mettrai pour jeudi je pense, parce que là on est dimanche, vous aurez déjà la vidéo de ce vlog demain, donc je vais pas mettre mon update lecture aujourd'hui. Vous l'aurez jeudi. Vous aurez samedi prochain l'unboxing de la feuille loot du mois de février, puisque normalement je devrais la recevoir lundi. Cet après-midi, on a la révélation des 5 titres finalistes pour le Plib, et je vous ferai ma réaction en direct en espérant que je ne le loupe pas. Je vais me mettre un réveil pour ne pas oublier d'être sur la chaîne YouTube du Plib au bon moment. J'ai terminé Les papillons géomètres de Christine Luce, c'était vraiment vraiment chouette. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et sur Copile, on est à 8,86 je crois. J'ai mis 8 pour les personnages, 10 pour l'atmosphère, 10 pour le style, 10 pour l'histoire, 6 pour l'intrigue, 9 pour la logique et 9 pour le plaisir. Juste pour que vous voyez ce qui m'a plu en fait dans cette histoire. Au niveau du style, je vous l'ai dit, j'ai mis 10, hein, c'est hyper poétique. Je vais juste vous lire la citation que j'ai notée, qui est extraite du bouquin. « Je suis mon ombre portée sur le monde, la silhouette imprécise engloutie dans la boue que le passant pressé sous la pluie piétine. Je suis le profil glissé le long du mur des monuments, la tache au contour indécis qui vacille à l'éclaircie. Je sautille au gré de la luminosité volage en l'espace imparti de l'instant. Ma rémanence s'attarde sur la rétine et le marcheur incertain tressaille et ralentit. Je suis l'arpenteur. » C'était sublime. Le texte était sublime. Voilà. Donc, ce qui a pêché pour moi, c'est le déroulé de l'histoire. Mais je vous en reparlerai un peu plus précisément dans mon update lecture. J'ai par contre pas du tout continué Princess Bride. Je vous ai parlé des sorties de mercredi. Il y en a une qui est sortie jeudi, une sortie en VO que j'ai notée. Ça s'appelle A Trial of Sorcerers. C'est écrit par Elise Kova, c'est un premier tome, c'est de la fantasy avec de la romance et une compétition magique, et surtout c'est la magie des éléments. Et vendredi est sorti, enfin, depuis le temps que je l'attends celui-là, le tome 8 qui est le dernier tome de la série Tel que tu es de Kaname Hirama. C'est un manga, un shoujo, dans lequel l'héroïne est ronde et le love interest tombe amoureux d'elle grâce à ses rondeurs en fait. Voilà, et je trouve ça très drôle. Bon, c'est limite, hein, parfois, au niveau des réflexions ou du comportement du personnage masculin. Mais j'adore cette histoire. Et c'est enfin le dernier tome qu'on attend depuis des années, donc
Je suis vraiment très très contente. Prochaine sortie lundi, donc je vous en reparlerai demain dans le vlog que vous verrez la semaine prochaine. Je vais continuer le montage de l'update lecture, je vais essayer de le finir assez vite. Je vous laisse pour l'instant, je vais retourner à mon montage et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la journée, probablement au moment de la révélation des 5 titres finalistes du PLIB. Il est 15h40 et le compte à rebours a commencé. Oh, Rocaille de Pauline Cidre. Il est en EPUB offert par la maison d'édition. Et c'est un titre qui me tente vachement, donc ouais, je suis contente. Dans ce premier roman aux allures de fable baroque, Pauline Cidre dépeint un monde où se confrontent le vert et l'aride jusque dans l'âme des protagonistes. Brillant par son écriture évocatrice et la puissante envie d'émancipation de ses personnages, Rocaille est un enchantement, une émeraude au milieu de la roche. Ça donne envie. Ouh, La ville sans vent, il est dans mes livres à lire. Éléonore de Villepoix. Il est dans ma palle, je l'ai en papier. Du coup, bah forcément, il fait partie de ceux que j'ai le plus envie de lire. À 19 ans, l'Astyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin, semé d'embûches politiques, va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir des situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle, le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle, un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. C'est une duologie et le tome 2 est déjà sorti, donc c'est plutôt cool parce que ça veut dire que si j'apprécie le tome 1, je pourrais lire rapidement le tome 2 et terminer une série. Ouh, Steam Sailors, il est aussi dans ceux que j'avais très envie de lire. Donc Steam Sailor de Ellie S. Green, c'est le premier tome d'une série aussi. Je préférerais les one-shots, mais bon. Et c'est aussi un de ceux qui me fait très très envie. Et pour l'instant, je ne l'ai pas ni en physique ni en numérique puisqu'il n'a pas été offert par la maison d'édition pour l'instant. Il fut un temps où les alchimistes nourrissaient le haut et bas monde de leurs inventions merveilleuses, produits de magie et de science. Un temps de machines extraordinaires, de prodiges électriques et d'individus au pouvoir fantastique. Une époque révolue depuis que les industriels ont éradiqué les alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète. 4 siècles après la Grande Fracture, les habitants du bas monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du bas monde, Prudence vit en paria, car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et des pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets. Ils détiennent un indice, menant à une série de clés disséminées dans le monde qui permettrait de retrouver la cité des alchimistes. Ça a l'air bien sympa et la couverture me fait énormément penser à la passe miroir. Je pense que dans le style ça n'a rien à voir par contre, mais ça a l'air vraiment très très chouette. Ouh, Rouge, pareil, il est aussi dans ceux que j'ai très envie de lire. Il me semble que c'est une réécriture assez sombre du Petit Chaperon Rouge, mais genre vraiment sombre. C'est écrit par Pascaline Nolot et je vous dis tout de suite le résumé. Je crois pas que je l'ai. Non, c'est aussi Gulfstream, du coup je l'ai pas non plus ni en papier ni en numérique. Accroché au versant du mont Gris et cerné par bois sombre se trouve Malombre, hameau battu par les vents et la complainte des loups. C'est là que survit Rouge, rejeté à cause d'une particularité physique. Rares sont ceux qui, comme le père François, éprouvent de la compassion à son égard. Car on raconte qu'il ne faut en aucun cas toucher la jeune fille sous peine de finir comme elle, marquée par le mal. Lorsque survient son premier sang, les villageois sont soulagés de la voir partir, conformément au pacte maudit qui pèse sur eux. Comme tant d'autres jeunes filles de Malombre avant elle, celle que tous surnomment la cramoisie doit s'engager dans les bois afin d'y rejoindre l'inquiétante grand-mère. Est-ce son salut ou un sort pire que la mort qui attend Rouge? Nul ne s'en préoccupe et nul ne le sait, car aucune bannie n'est jamais revenue. Rouge, la grand-mère, ça colle effectivement à cette histoire de réécriture un petit peu du Petit Chaperon Rouge, mais comme dit, ça a l'air d'être quand même assez sombre. J'aime beaucoup la couverture et pareil, je suis vraiment ravie Pour l'instant, je suis ravie de cette sélection. Il reste un finaliste. Je serais vraiment très très surprise que Aurélie Wellenstein ne soit pas dans ces finalistes, ce qui ferait qu'on se retrouvera avec 5 femmes, et ça c'est vraiment trop trop cool. Alors, surprise totale, le dernier finaliste n'est pas Aurélie Wellenstein, c'est David Brie avec La princesse au visage de nuit, et c'est un des 3 seuls romans sélectionnés pour cette année que j'ai lu, et c'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai pas aimé cette lecture, je sais que je vous en ai parlé, mais je sais pas si le vlog dans lequel je vous en ai parlé, je l'ai publié, parce que c'était
au moment où j'étais en vacances chez ma soeur juste avant Noël. Et du coup, je sais pas si mon avis sur cette lecture vous a été communiqué. De toute façon, si c'est pas le cas, vous aurez une vidéo dans laquelle je vais vous en parler, puisque forcément, je suis obligée de chroniquer ce roman pour le Plib, maintenant qu'il est finaliste. Donc voilà, vous en entendrez parler de nouveau bientôt. Et si jamais je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai dans le petit i ici mon avis sur cette lecture qui était pas folichonne. Voilà, nos 5 finalistes. Du coup, écoutez, c'est plutôt cool. Dans l'ensemble, je suis contente. Le seul que j'ai déjà lu, c'est un que j'ai pas aimé, mais au moins c'est fait, je l'ai déjà lu. Et les 4 autres, du coup, j'ai très envie de les découvrir, donc c'est vraiment très cool, je suis contente. Et pas que j'ai quelque chose contre Hailey Wallenstein, mais en l'occurrence, le roman qu'elle a écrit en 2020 pour l'édition 2021 du PLIB me tentait pas du tout, le sujet m'intéressait pas spécialement. Et je trouve ça cool que ce soit d'autres auteurs qui soient sélectionnés. Ça renouvelle un petit peu, ça change, donc c'est cool, je suis contente. J'ai pas lu depuis que je vous ai pris ce matin, donc Princess Bride, j'ai pas avancé, pas plus que La Coupe de Feu d'ailleurs. J'ai fait d'autres choses, j'ai terminé le montage de l'update lecture qui est en train d'être uploadé sur YouTube, et là je vais commencer le montage de ce vlog parce qu'il va être assez long, je crois bien, et si je veux que vous l'ayez demain, il va falloir que je m'y mette maintenant. Je vais arrêter le vlog ici plutôt que de vous reprendre. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et puis je vous retrouve demain pour moi et la semaine prochaine pour vous, pour un nouveau weekly reading vlog. Ciao!